Et justement, en 2004, tu vends ton entreprise donc Immedia à ton plus gros concurrent Expedit. Et donc, alors là, c'est pas non plus les chiffres d'Elon Musk, c'est quand même une très grosse somme, très jeune. Tu as vendu ta société, tu as été très successful. Est-ce que tu veux nous en parler? Deux éléments saillants. Quand j'ai vendu, je possédais plus de 90% du capital de la société. Et donc, je faisais partie de ces rares entrepreneurs à avoir développé une boîte de tech sans lever d'argent. Et donc, j'avais vraiment gardé le contrôle de la société. Est-ce que c'est possible aujourd'hui encore ça? Oui. Bien sûr. Parce que moi, j'ai l'impression que les entrepreneurs cherchent à tout prix à lever, comme si la levée était une fin en soi. Mais ce n'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas être fier, en fait, de se dire, bah, moi, j'ai pas levé d'argent dans ma société, essayer même d'en faire un challenge? Alors, écoute, j'ai commencé à enseigner l'entrepreneuriat en Master 2 264 à Dauphine, et j'enseigne l'entrepreneuriat frugal. Et j'enseigne le fait que, oui, on peut développer des boîtes, y compris des boîtes de tech, sans obligatoirement lever de l'argent. En tout cas, pas au début. Pas au début. Peut-être une fois pour scaler, mais en tout cas pour valider son modèle, même pour atteindre la rentabilité, on peut arriver from scratch. Bien sûr. Et donc là, tu commences avec les gains de la vente de ta société à investir dans plusieurs sociétés et tu deviens ce qu'on appelle un business angel. Est-ce que tu aimes bien ce terme? C'est un terme générique qui n'est pas plus mauvais qu'un autre. Et donc quand on te demande c'est quoi ton job aujourd'hui, j'ai cru lire que tu répondais mon job, c'est de transformer des idées en services. Oui. C'est de passer de l'idée à l'exécution et de transformer des idées en entreprise. Donc tu as lancé, on en parlera tout à l'heure, mais des dizaines de sociétés, tu en as cédé beaucoup et aussi tu as énormément investi. D'ailleurs, je crois que tu as investi, je ne sais pas si c'est toi ou Elon Musk, si le stagiaire s'est trompé ou pas, mais tu aurais investi dans plus de 70 sociétés et tu serais au board de 4 sociétés. Ça, c'est Elon Musk. Alors, il faudrait poser la question à Elon Musk de savoir dans combien il a investi. Mais moi, j'ai effectivement investi dans 70 boîtes sociétés, et je suis au bord de 8. Alors, je pense que le stagiaire… 50% de réussite sur le stagiaire. Donc en 2010, alors là, tu te mets en tête de lancer un business de VTC avec des taxis anglais. Et là, tu commandes les taxis et il y a un problème. Oui. Alors, très belle aventure parce que échec complet. Mais échec très formateur. Oui, bien sûr, évidemment. On ne peut pas réussir si on n'échoue pas. Donc, je rencontre quelqu'un qui a une expertise dans ce métier. C'est tout à fait le démarrage, les débuts des VTC. Alors, les VTC en Angleterre, c'était pas Addison Lee? Si, c'était Addison Lee, c'était Black Cab, c'était un certain nombre d'acteurs. Et donc, je passais déjà un peu de temps en Angleterre. Je trouvais que, évidemment, les cabs anglais étaient les meilleurs véhicules pour ça. Et ils avaient fait une vente en Azerbaïdjan, donc avec des véhicules avec une conduite à gauche. Et donc, on les a achetés. À part qu'on a découvert par la suite qu'ils nous avaient livré des pré-séries. Et donc, les véhicules étaient pleins de défauts et ça ne nous permettait pas d'exploiter la flotte. Et voilà, donc c'est un truc qui a pris l'eau très rapidement. Alors là, en 2012, on a parlé de tes échecs, mais là, on va parler d'une belle victoire. En 2012, alors incroyable, tu es un des premiers à croire aux crypto-monnaies et donc tu as acheté du Bitcoin en 2012. Oui, en 2013 plus précisément. En 2013. Est-ce que tu peux nous rappeler le prix du Bitcoin en 2013? Oui, il était à moins de $100 l'unité. Moins de $100 l'unité. Donc Jean-David, tu as eu une grande conviction dans les crypto-monnaies, plus particulièrement dans le Bitcoin. Et donc là, on a vu ces dernières semaines que le cours du Bitcoin était un peu chahuté. Est-ce que tu gardes cette même conviction? Elle n'a pas changé. Depuis 2013, des crises, on en a vu beaucoup. J'en ai connu personnellement 8. La plus difficile, ça a été moins 90% et ça a duré plus d'1 an et demi. Là, la correction qu'on a vue, c'est une correction qui est circonstancielle, qui a été d'à peu près 50%, mais ça a rattrapé quasiment dans la journée 20%. Donc ça ne change strictement rien à la conviction qu'on a. Le Bitcoin est un store of value, c'est de l'or digital et à terme, le réseau du Bitcoin devrait, selon moi, et évidemment je donne aucun conseil d'investissement, égaler celui de l'or et donc on devrait voir à un moment un Bitcoin à $600 000. Mais pourquoi le Bitcoin et pas une autre crypto-monnaie? Parce que peut-être qu'effectivement, une crypto-monnaie pourra dépasser la market cap de l'or. Mais pourquoi est-ce que c'est le Bitcoin? Alors, il y a 3 raisons intrinsèques. La première, c'est que le réseau du Bitcoin n'est pas fait pour faire du paiement, paradoxalement, puisqu'il ne supporte que 7 transactions par seconde. La deuxième, c'est qu'il est très énergivore, hein, donc c'est d'ailleurs ce qui lui a causé ses remous récents, mais c'est plutôt une opportunité, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus de chiffre d'affaires pour les producteurs d'électricité, donc c'est une ressource supplémentaire pour développer des investissements dans les énergies renouvelables. Et surtout, ça fait 10 ans que la blockchain du Bitcoin fonctionne. Elle n'a jamais été hackée. Et c'est ce qui fait sa valeur. Et en fait, lorsqu'on cherche un coffre de valeur, un store of value, on a besoin de quelque chose d'extrêmement secure. Et la blockchain a démontré qu'elle l'était. Et donc, c'est pour ça que je pense que le Bitcoin, intrinsèquement, parce qu'il a un coût de revient électrique, parce que ça fait 10 ans qu'il fonctionne, parce que c'est un protocole et parce que il est construit sur une logique de rareté, remplacera l'or dans le futur. Aujourd'hui, tu es président donc, de Via.io. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Via.io, c'est ma holding. C'est un groupe, ouais. Voilà. C'est au travers de
Via.io que je fais mes investissements et que je développe mes sociétés. Je suis surtout le CEO de Via Dialogue. Via Dialogue, c'est une entreprise que j'ai créée en 2005 qui est spécialisée dans les plateformes pour gérer les dialogues et les interactions clients. Et donc, on fait des plateformes qui sont utilisées dans un centre de contact, qui sont les plateformes entre les agents et les clients, qui permettent de gérer les appels téléphoniques, les emails, le chat, les visioconférences. Et on fait beaucoup d'assistants conversationnels pour automatiser les parcours clients également.